Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. On va encore attendre une petite minute et désolé pour les 3 minutes de retard qui sont dus à quelques petits soucis de connexion. On voit que le nombre de participants augmente, donc on va patienter un tout petit peu. Nous sommes tous les deux présents avec Christelle Vilotte de chez Colliers. Et si vous le voulez bien, oui, ils vont encore attendre peut-être jusqu'à 11h05. On voit que le nombre de participants continue encore à augmenter. Et on vous présentera le marché de l'immobilier résidentiel en France sur 2023 et les nouvelles perspectives sur 2024 avec les premiers enseignements sur le premier trimestre qui vient de s'écouler. Bonjour à toutes et tous, ravie de participer et à très vite pour ce début de webinaire. Alors, on est dans le même bureau, vous l'avez vu. Voilà, je pense que c'est peut-être mieux si on est comme ça. Voilà, la promiscuité. Euh, et on va commencer donc à vous présenter donc le marché de l'immobilier résidentiel en 2023. On vous demande de couper vos micros, s'il vous plaît. Euh, Vous pourrez poser vos questions dans la rubrique ou à la fin. Et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, je laisse la parole à Christelle pour se présenter et ensuite je présenterai également Alors, bonjour, Christelle Vilotte, je suis Head of Living and Care chez Colliers après une vingtaine d'années d'expérience, très très forte en résidentiel, à Nouvelle chez Simcoe, puis Westbrook, Berishman et Wakefield, et aujourd'hui donc Colliers que j'ai rejoint il y a 1 an et demi pour créer cette ligne de métier qui nous anime aujourd'hui. tout à fait. Et donc, Maxime Sauvanet, directeur des investissements chez Builder Investment Group, qui appartient au groupe M Capital et qui gère les investissements, notamment d'immobilier géré, d'où notre collaboration aujourd'hui, car Colliers nous accompagne sur de nombreux sujets. Alors, en préambule, on vous présente Builder et Colliers. Builder, c'est la plateforme d'investissement immobilier chez M Capital, à vos clients d'investir dans l'immobilier géré et dans nos opérations. Aujourd'hui, M Capital, c'est 22 ans de 190 opérations financées pour 160 millions d'euros investis dans les opérations. À noter que nous sommes PSFP depuis le début de l'année. Et, euh, et pour les tickets d'entrée, 5 000 euros sur notre plateforme Builder pour tout particulier. Et vous, CGP, à partir de 100 000 euros. Concernant Colliers, troisième groupe mondial en termes de capitalisation boursière avec pas loin de 6 milliards d'euros, c'est environ 19 000 collaborateurs à travers le monde. Concernant la France, à peu près 220 collaborateurs à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans vos opérations immobilières. Colliers, c'est avant tout un ADN de conseil et essentiellement travaux avec plus de 110 collaborateurs sur ce cœur de réacteur, dont 80 architectes. Comme vous le voyez, on intervient sur différents métiers immobiliers, que ce soit l'advisory, le work and place and change, les travaux et les 80 architectes à votre écoute qui interviennent sur l'AMO, la direction des opérations et la créative architecture, et puis bien sûr Capital Market, qui représente une vingtaine de collaborateurs et qui est un agrégateur de tous les métiers représentés par Colliers.
On va, avant d'enchaîner sur le marché résidentiel, il est important de rappeler 2-3 indicateurs économiques. Une résilience relative de la croissance française, avec en plus une très belle annonce ce matin. On est en reprise très graduelle, excusez-moi, bien qu'un peu plus lente qu'anticipée, mais néanmoins présente. On attend un 0,9% de croissance du PIB en France. Vas-y. Concernant le taux de croissance sur la valeur ajoutée par secteur, bon, sans secret, on voit bien que la construction est à la peine. Néanmoins, l'économie est portée par les services marchands qui eux-mêmes portent la croissance et qui est en fait une réelle spécificité et qui, pour une fois, dans le contexte actuel mondial de l'économie, nous sauve face à l'Allemagne beaucoup plus industrielle. Tout cela entraîne une confiance des ménages qui, après avoir connu une chute vertigineuse, tel le mur de la dette qui s'est élevé, on a eu une chute également de la part des ménages en termes de confiance à l'acquisition. Cette dernière, bien qu'encore assurée, est clairement orientée à la hausse. En termes de taux de marge des entreprises non financières, c'est pareil, on voit qu'on est quand même dans un tunnel, et un tunnel qui nous indique qu'elles ont de l'argent et elles ont besoin d'argent pour faire face aux nouveaux défis et aux nombreux défis qui ont bouleversé notre monde depuis le Covid, avec l'hybridation des lieux, le changement dans les modes de travail avec le télétravail qui s'est instauré et conforté au sein de nos sociétés, et puis bien sûr également l'intelligence artificielle. Donc tout ceci nous dit également qu'on a une vitalité entreprise, hormis construction malheureusement toujours, et donc un taux de croissance de l'emploi salarié par secteur qui reste positif. Donc tout cela nous amène au nerf de guerre, c'est l'inflation qui a impacté durement nos différents marchés, et plus spécialement également le marché de l'immobilier. Oui. Et ce dernier nous montre néanmoins et nous amorce une croissance, une stabilité, une baisse également, et on parie sur une stagnation autour des 2%. En résumé, tous les feux sont à peu près au vert. C'est important de le dire parce qu'on a eu tellement de feux au rouge Tellement. ou au orange ces derniers mois et ces dernières années qu'on peut annoncer des éléments d'optimisme. Exactement, d'autant plus renforcé par les annonces réalisées par Bercy ce matin. On a un retour de la confiance des ménages, une situation financière des entreprises qui reste globalement solide, une économie qui continue à créer des emplois, notamment dans les services marchands, et une baisse de l'inflation en cours qui devrait entraîner de facto une baisse des taux. Des taux. Enfin. Le marché de l'investissement résidentiel. Alors, sur l'année 2023 versus ce que l'on a pu voir sur d'autres segments de marché, comme les bureaux par exemple, qui ont connu une baisse, un ralentissement de plus 50%. Vous le voyez, on vous a illustré les niveaux d'investissement résidentiel depuis 2017, et même si on a eu et on a connu 2 années records à quasiment 7 milliards, on arrive en 2023 sur 4,8 milliards d'euros investis. Donc, ça démontre la résilience et la pertinence du résidentiel, et qui a été renforcée également par la crise du Covid. En fait, on retrouve les niveaux d'avant Covid. Totalement, voilà. Totalement. Avec, on va le voir sur la slide suivante, effectivement, une émergence des produits gérés qui, avant 2017, n'existaient pas, ou peu, ou vraiment à la marge, et on s'aperçoit, grosso modo, qu'on est sur environ 1 milliard d'euros placés tous les ans sur le segment du Alors, l'investissement résidentiel, par rapport à d'autres segments, on a connu un ralentissement d'environ uniquement 14%. Le géré, qui comprend l'étudiant, le senior, le co-living, atteigne 1,1 milliard d'euros, soit 23% du volume
investit pour la globalité du compartiment résidentiel. Ce qui est intéressant de voir, je sais pas après, mais ce 1,1 milliard, finalement, il stagne sur le géré depuis maintenant quelques temps. Exactement. Alors, n'oublions pas aussi également que c'est une question d'offre et de demande. Oui. Donc, en fonction de ce que nos promoteurs, parce que la plupart du temps, on va dire que 80 à 90% de l'offre actuelle sur le géré est de la VFA. En volume, et on s'aperçoit par rapport aux trois grands compartiments que sont l'étudiant, le senior, le co-living, un ralentissement, mais qui est encore à temporiser, même si on a besoin d'affiner le modèle. Les RSS sont en baisse. Néanmoins, pour le co-living et les RSE, des totaux quasi similaires, un peu plus de 400 millions d'euros. On a 428 millions pour le co-living et on a pour l'étudiant 450, Et 471 millions. 460 en tête, mais oui. Oui, oui, 471 millions, donc assez proche, et une émergence totale aussi du co-living qui explose ça, mais qui permet également de fluidifier et de faciliter ce qu'on appelle dans notre jargon le parcours résidentiel. Oui. D'autant plus qu'il manque aujourd'hui 250 000 places de logements étudiants et sachant que la démographie étudiante va connaître une croissance de plus 300 000 étudiants dans les années à venir. On voit bien qu'on a ce défi qui est vraiment là. Alors, on parle d'étudiants, on parle aussi de jeunes actifs, hein. Et sur les étudiants, à l'instar de certaines entreprises qui ont du mal à recruter parce que le personnel ne peut pas se loger et qu'il y a des recrutements qui tombent à l'eau, on a des écoles aujourd'hui, des universités qui n'arrivent plus à remplir les promos, non pas par manque d'intérêt pour les écoles, mais parce qu'elles n'arrivent plus à se loger. Elles n'arrivent plus à se loger. On a eu récemment une école au téléphone, on a récemment une école dans l'ouest de la France où ils ont surpris une étudiante dormir dans sa voiture récemment parce que pour faute d'hébergement. Donc on voit vraiment qu'on est dans cette crise locative et qui ne va pas aller en s'améliorant. Christelle parlait en plus de Parcoursup, où avant Parcoursup, un étudiant, mettons, lillois, pouvait continuer ses études à Lille. Aujourd'hui, c'est le même étudiant lillois, en s'inscrivant pour Parcoursup, peut partir du jour au lendemain à Strasbourg, à Nice, à Bordeaux, Grenoble, etc. De Montpellier. Voilà. Ou Marseille. Et, donc, ce Parcoursup participe aussi à la crise du logement étudiant. Également, et d'autant plus renforcé par le Brexit, et oui, encore lui, et puis dans le parcours européen de nos étudiants, eh bien, on réoriente ceux qui pouvaient partir en Grande-Bretagne, et également des étudiants qui viennent outre-Atlantique, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest aussi. Donc tout cela démontre un besoin du logement qui est déjà criant sur le logement classique et qui ne va pas aller en s'améliorant. Et de la même façon, concernant le senior, on est également sur une pyramide d'âge extrêmement importante, de pouvoir s'occuper de nos seniors et de pouvoir, pris entre l'étudiant, le foyer traditionnel, le jeune actif et le senior, le co-living peut être vraiment là pour boucher les trous et proposer différents types d'hébergement avant les qui, lui, est juste une nécessité.
Choix direct. Choix du direct, mais est-ce que tout le monde est là? Alors, je vois le nombre de participants. Est-ce que vous pouvez nous Voilà. écrire dans le chat pour nous dire si, à quel moment cela a coupé et si vous nous entendez? Bon, encore désolé, on a eu le même souci de connexion qu'avant 11 heures. Comme quoi, Voilà, attendez, on va vous repartager l'écran. l'écran. On voit que vous êtes quasiment toujours le même nombre. Donc, excusez-nous encore. Je vois que c'est super haché. Oui, c'est bon désormais. Désolé pour Bonjour ces Cyril. soucis de connexion. Alors, par contre, on ne sait pas à quel moment la connexion s'est arrêtée. On était en train de statuer, de finir sur le calling senior, comme quoi les 68 arts et les papy boomers et mamie boomers qui arrivent aujourd'hui recherchaient et aspiraient à de nouveaux types d'habitats. Voilà, et cette capillarité entre les différents types d'habitats se retrouve également sur la capillarité des différents acteurs qui ont investi en 2023, d'où l'absence de certains noms sur la slide suivante sur les différents segments gérés sur la slide de Eurial, qui vont venir également et ou qui sont déjà venus sur le co-living, comme Greystar, comme Inly, acteur bien évidemment primonial, ou Builder, bien évidemment. Exactement. Et en opérateur santé, bah, bien sûr, Corian avec les essentiels, hein, et puis AGV également, autant sur la santé, le médical, que Oui, sur et le... Algérie a été un des pionniers du coding et de la colocation senior. Exactement. Parlons co-living? On va parler un petit peu de co-living. Il est 11h20, on est dans les temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le co-living et qui nous rejoignent aujourd'hui, qui n'ont pas participé au précédent webinar, en fait, le co-living est un habitat partagé destiné, on l'a dit tout à l'heure, à plusieurs cibles, hein. On parle beaucoup de co-living jeunes actifs étudiants, mais aussi seniors, inclusifs, solidaires. Euh, le co-living a cette particularité de partager des espaces communs tout en bénéficiant d'espaces privatifs avec chacun sa salle de bain. Parfois, c'est sanitaire. Et en y ajoutant toute une couche servicielle et d'animation. On entend par service un esprit clé en main, c'est-à-dire le ménage, EDF. Enfin, vous n'avez pas toutes les démarches à faire quand vous arrivez dans votre logement. Vous arrivez vraiment avec votre valise. Internet est compris, les plateformes de streaming également. Certains co-livers se démarquent par des animations régulières, des soirées, des journées à thème, des week-ends, parce que euh, le but du co-living, au-delà de trouver un logement dans certaines zones tendues, c'est aussi de pouvoir rencontrer du monde. Quand un étranger arrive à Paris, par exemple, comme nous, on a pu arriver, quand on a fait des échanges à l'étranger, ou des personnes qui sont mutées dans d'autres villes françaises, euh, eh bien, ça permet de créer du lien et de répondre à un enjeu sociétal. Euh, Christelle, Christelle et moi, on en parlait aussi tout à l'heure. Le co-living n'est pas la solution, mais est une solution à la crise de la tension locative. Par exemple, nous, chez Builder, on se concentre sur la reprogrammation. En tout cas, on repense des grandes maisons de centre-ville dans lesquelles souvent une famille ou un couple habitait 300, 400 mètres carrés. Les enfants sont partis, les petits-enfants viennent moins. Et finalement, dans 300 mètres carrés, de deux personnes, on peut accueillir une quinzaine de personnes. Donc, on repeuple, grâce au co-living, on repeuple ce centre-ville. Surtout, on propose des solutions d'hébergement. Et tout ça dans des endroits, dans des cœurs urbains, à proximité de commerce, à proximité de transport, qui vous permettent d'avoir vos lieux de vie pour l'aspect plutôt loisir et l'aspect consumérisme et de consommer et de consommation, et également d'accéder à votre lieu de travail ou à votre lieu d'études facilement. Euh,
on estime, vous le voyez, à 20% de la population qui souffre d'un sentiment pardon, de solitude. C'est beaucoup plus exacerbé chez les seniors. On estime un senior sur trois en quasi-mort sociétale. Hein. Donc, ce sont des termes forts qui sont employés par les petits frères des pauvres notamment. Et on surfe aussi sur, alors Builder et les autres investisseurs que vous avez pu voir sur la slide d'avant, on surfe sur cette tendance du co-living qui n'est plus un phénomène de mode, mais qui est vraiment devenu une classe d'actifs à part entière, comme on parle de bureaux, comme on peut parler d'hôtellerie. Et on le voit en termes de chiffres, on était à, je crois, 2600 lits ou 2400 lits en 2020. On annonce 24 000 fin 2024 avec une progression encore plus certaine sur les prochaines années. Ici, vous avez un exemple d'exploitant. Alors, on n'est pas exhaustif, mais je pense qu'on a cité les principaux. On voit on a de nombreux exploitants, quelle que soit la typologie de co-living, que ce soit jeune actif étudiant, co-living senior ou inclusif et solidaire. Ce qu'on pense, hein, c'est que comme tout marché qui n'est pas encore assez mature, parce que finalement, ce marché-là émerge depuis 4-5 ans, on pense que ce marché va in fine se structurer, des acteurs vont émerger plus que d'autres, d'autres vont disparaître, d'autres vont se rapprocher. On sait que sur le co-living senior aujourd'hui, il y a des discussions entre certains acteurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quel que soit son profil, qu'on soit étudiant jeune actif, personne handicapée cognitive, réfugié politique, famille monoparentale, tout le monde, ça y est, a sa solution en co-living. Et au-delà de l'aspect sociétal, l'accès au logement est aussi plus simple parce que je pense aux familles monoparentales notamment. Les familles monoparentales, ne nous voilons pas la face, ne sont pas les priorités des bailleurs classiques. Un loyer, un seul salaire. Généralement, malheureusement, sans parler de cas particuliers, mais généralement, ces familles et ces mamans ou papas seuls sont des personnes en situation plus précaire que les autres. Et donc, quand vous avez à Paris 50 personnes pour un studio, ces personnes-là ne sont pas prioritaires. En revanche, quand vous vous adressez à un co-liver spécialisé dans l'accueil des familles monoparentales, et ben, ce ne sont pas les mêmes critères qui sont regardés. On est beaucoup plus dans l'humain, on est beaucoup plus dans l'accompagnement au-delà du logement, de l'accompagnement parfois vers un nouveau travail, parfois sur comment une petite aide pour éduquer son enfant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solidarité, du lien social. La maman travaille de nuit, bah, c'est la maman d'à côté qui va garder l'enfant, etc. Donc, ce n'est pas que de la crise locative, c'est aussi de l'humain et de l'accompagnement, une crise sociétale et sociale. Et ce qu'on peut voir aussi également par rapport à tous ces acteurs, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure, outre répondre à un besoin sociétal, c'est également une évolution en fonction de ces besoins, c'est réellement une politique d'offre et de demande et d'adaptabilité également aux besoins nouveaux qui émergent de la société. Donc, une grande réactivité de la part de ces acteurs qui ont parfaitement compris qu'il y avait des trous à boucher dans le parcours, que ce soit des accidents de la vie, au propre comme au figuré d'ailleurs, que ce soit des jeunes actifs, des étudiants français, étrangers, des stagiaires également, ou des personnes plus âgées. Et on verra de plus en plus, j'espère, du co-living intergénérationnel aussi. Et pour essayer d'être le plus complet, il y a également des acteurs qui commencent à se spécialiser dans le co-living en B2B, c'est-à-dire que ce ne sont plus les co-livers qui prennent à bail, ce sont les sociétés, des entreprises pour loger leur personnel, leurs salariés, alors qu'ils soient sur du contrat long terme ou des personnes à mission, enfin lors de mission ponctuelle. Je pense notamment à Coco qui est là, qui s'adresse beaucoup aux entreprises. Tu vois, ça pour le coup, c'est quelque chose qui existait auparavant et qu'on avait totalement oublié. D'ailleurs, les grands employeurs comme des EDF, des Total, avaient des parcs de logements ou même un familistère tout simplement. Comme quoi, on revient à l'essentiel et à la base. L'histoire est un perpétuel. Exactement. Et l'avantage d'avoir ce type de bail, c'est que finalement, vous, en tant qu'investisseur, nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, on a un seul locataire, on est certain d'avoir 100% de remplissage sur la durée du bail, et la vacance, finalement, est l'affaire
de l'entreprise qui a pris à bail, mais qui n'est plus l'affaire de l'investisseur quand on est en bail commercial, évidemment. Et une attractivité pour de bons profils Oui. en termes de recrutement. Oui. Pour vous parler un petit peu de Builder, chez Builder, le co-living, on se concentre essentiellement sur la réhabilitation d'actifs obsolètes en centre-ville. On ne fait pas de VFA, on ne fait pas de neuf. On souhaite redonner une nouvelle vie à l'existant. Donc des grandes maisons dont vous parlez tout à l'heure, 300, 500 mètres carrés, que l'on rénove totalement, que l'on améliore sur le plan énergétique. Il n'y a plus une maison qui sort en dessous des PEC maintenant chez nous. Et même l'objectif principal est d'être en DPEB sur nos maisons d'ici la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. On vous communiquera prochainement, vous aurez prochainement une communication sur une charte immobilière, une charte exploitation que l'on est en train de travailler sur le green, parce que ça ne sert à rien, entre guillemets, de bien travailler une maison sur ses performances énergétiques si elle est mal exploitée, notamment sur la consommation d'électricité, la consommation de l'eau, la gestion des déchets, etc. Donc, on va imposer à nos exploitants un certain mode de vie dans nos maisons. On participe donc au renouveau de l'immobilier résidentiel urbain et on en parlait également. On a vraiment cette volonté de faire revenir les Français en centre-ville, quels qu'ils soient, pour y vivre, pour y consommer, pour se soigner, parce qu'on fait aussi du centre de santé chez Builder, on fait aussi de l'hôtellerie, de la suite hôtelière, on s'intéresse à des pieds de commerce aussi, à des pieds d'immeubles. Donc vraiment, la toile de fond, c'est faire revenir les Français dans les centres-villes. Et pour parler du co-living, quelques chiffres clés. En un peu moins de 3 ans, c'est 18 opérations de co-living réalisées. On accélère parce que depuis le 1er janvier dernier, on a fait 5 acquisitions. Tout cela représente 160 chambres et un taux d'occupation. On est entre 97 et 98%. Le delta sur les 100% s'expliquant par le turnover, parce que le séjour moyen en co-living junior, donc étudiant ou jeune cadre, se situe quelque part entre 7 et 12 mois. On n'est pas du tout sur les mêmes durées ensuite sur le co-living senior, où là, on a des durées de séjour qui sont beaucoup plus longues, euh, parce que le co-living senior a cet avantage d'être une solution plus pérenne que la RSS, parce que, en fait, vos parents, vos grands-parents, en tout cas, le senior va pouvoir entrer quand il est autonome et surtout va pouvoir être accompagné sur la part d'autonomie avec de la présence H24, 7 sur 7, la possibilité aux infirmières de venir, etc. Et donc, le déménagement vers l'EHPAD ou vers le domicile avec des soins, avec un accompagnement à domicile assez poussé, n'aura lieu que vraiment quand c'est nécessaire. Et donc, c'est ce qui fait aussi la force de cette solution. On vous parlait de l'impact ESG qui est souhaité par Builder, qui se veut fort. Ici, vous avez quasiment en avant-première les deux stamps, les deux étiquettes que l'on sort et que l'on vous présentera de plus en plus sur nos plateformes Builder, Social Living Spot et Eco Housing Spot. Donc, ils montrent bien cette volonté euh, de Builder de répondre au maximum aux enjeux sociétaux, aux enjeux écologiques, que ce soit donc encore une fois sur l'immobilier et sur l'exploitation, sur la sobriété des usages et sur l'offre servicielle qui est autour. Voilà, il est 11h30, on avait prévu quasiment une demi-heure. Eh bien, on est plutôt pas mal. Ouais. Peut-être pour terminer sur le marché résidentiel, une visibilité, une prévision sur l'année 2024. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on parie sur une stabilité aux alentours de 4 milliards investis, tout en sachant que les chiffres n'ont pas encore été diffusés, mais on estime Pas tout à fait consolidé, mais presque. exactement, on estime à environ 800 millions d'euros, 700, 800, 850 millions d'euros d'investis, tout type de support sur le résidentiel France entière. En revanche, on n'a pas encore la ventilation entre le traditionnel et le géré. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Et on nous le dit encore, désolé pour la connexion. On voit que ça a été haché. Vous êtes pourtant nombreux à être restés. On vous en remercie.
Voilà, il faut faire parfois avec les aléas. Donc, dites-nous si Julien. vous avez des questions. Les aléas du direct, on vous attend sur le QNR et non pas dans le chat. On voit qu'on on attend un petit peu. On vous répond à certains en direct, notamment, oui, on va envoyer le support de présentation à la demande. On va voir avec le marketing si on peut l'envoyer à tous les participants. Vous aurez aussi la vidéo de ce webinaire directement sur notre chaîne YouTube euh, et sur les réseaux sociaux. On en fera le support on en fera le relais sur les réseaux sociaux. Alors, Florent me demande s'il y a des projets en cours de financement chez Builder. Oui, oui, on a des nombreux projets. En fait, sur le co-living jeune actif, on a une ligne de crédit et un montant d'investissement d'environ 32 millions cette année. Euh, on est à 6 acquisitions jusqu'ici. On regarde de nombreux sujets en ce moment, surtout Paris, Île-de-France et top 10 métropoles. Pour vous citer les quelques communes sur lesquelles on a acheté depuis le 1er janvier, on a acheté à Lille, on a acheté à Nantes, on a acheté à Colombes, à Asnières, à Villejuif également. Donc voilà, vraiment première couronne, Paris si on peut, et si ça s'avère pertinent. Et vraiment top 10 métropole avec une surexposition peut-être des villes reliées par le TGV, en tout cas bien reliées et bien connectées, que ce soit sur le co-living actif, jeune actif étudiant et aussi le co-living senior. Parce que quand vous vous adressez au co-living senior, c'est une double commercialisation auprès des seniors, mais auprès de leur famille, qui doivent pouvoir aller visiter leurs parents ou grands-parents facilement. François, oui, on vous envoie le support, bien sûr. On voit également les deux grands gagnants, hein. Vous nous demandez quels sont dans le gérer les produits les plus attractifs pour les institutionnels. Écoutez, les deux grands gagnants, on l'a vu dans les chiffres de l'année dernière et on le reverra, à mon avis, cette année. L'étudiant, toujours, et le co-living, avec un renforcement de son modèle opératoire qui, comme vous le disiez Maxime, est en train de se dessiner et de se rapprocher pour peut-être créer des supports mixtes, enfin des accueils mixtes. Merci pour votre présence. Vous avez été jusqu'à quasiment 60 au même moment, donc on suppose que vous avez été même plus sur toute la durée de cette demi-heure. On vous envoie le support et surtout on vous donne rendez-vous dans 3 mois pour l'étude des chiffres actualisés et la présentation des chiffres actualisés. Avec plaisir. Merci infiniment. Une très belle journée à toutes et tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.